Bonjour tout le monde. On va commencer. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire le lien entre le machine learning et quelques notions de théorie de l'information ou des probabilités. Donc, je partage mon écran et on commence. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir comment on arrive aux fonctions, aux loss functions, donc fonctions de perte, mais aussi certains concepts de théorie de l'information qui sont très utiles en machine learning. Tout d'abord, je rappelle que nous sommes en train de lire un certain nombre de livres, quoique souvent, on s'écarte un petit peu des notions dans le livre pour être vraiment dans le machine learning et dans les réseaux de neurones. Voilà les livres, et puis un troisième que je vais vous montrer. Tout d'abord, lorsqu'on parle de probabilité, en général, on considère comme ici, on va considérer les variables x pour fruits et variable y pour box. Donc, nous avons deux variables aléatoires. X prend les valeurs O pour orange et A pour apple. Et puis, la variable aléatoire y va prendre les valeurs red, blue, brown, violet and yellow, donc jaune. Que nous allons noter R, B, BR, V et Y. Tout ça pour illustrer la notion de probabilité. On commence par la notion de distribution de probabilité, probability distribution. Donc là, c'est tout simplement un concept qui veut dire quelles sont les valeurs de probabilité, donc quelles sont les probabilités prises pour chaque output, pour chaque sortie, pour chaque état aussi du système, si la probabilité concerne l'état d'un système donné. Et donc, ici, nous avons une boîte où on ne trouve que des oranges. Donc, la variable x ne peut prendre que la valeur O, donc la probabilité que x soit égal à O égale à 1 et la probabilité que x soit égal à A égale à 0. On considère que normalement, on pouvait avoir des pommes et des oranges. Donc là, toute la probabilité est concentrée sur la valeur O. Donc la distribution de probabilité, même s'il existe, on peut la considérer, mais elle est nulle pour Apple. Ici, c'est un peu différent. Donc la probabilité est distribuée de manière équiprobable ou équitable entre les deux valeurs possibles pour x. Donc Px égale à O, c'est 0,5, et la probabilité pour que x soit égal à A, donc Apple, égale 0,5 aussi. Là, nous avons donc une distribution un peu différente. Donc 0,75 pour O et 0,25 pour A. On voit bien donc que la distribution de probabilité quantifie d'une certaine manière la fréquence ou l'incertitude qu'on a par rapport à un système. Donc la probabilité, la distribution de probabilité peut être utilisée et fait partie des mesures de l'incertitude ou de l'analyse de cette incertitude. Et la théorie de l'information, que nous allons toucher maintenant, qui a été introduite en partie par Claude Shannon. Normalement, il est apparu bien avant, mais lui, il a donné un vrai, surtout avec la notion d'entropie. Nous allons voir plus tard. Donc, la théorie de l'information, c'est un petit peu une approche mathématique pour quantifier, stocker et communiquer de l'information numérique. Donc, je reviens au premier exemple. Là, nous avons une boîte avec uniquement des oranges et donc l'événement aléatoire consiste à tirer un fruit. Mais comme il y a ici des oranges, donc on est sûr que nous allons tirer une orange. Donc, nous sommes dans une situation où le système est dans une situation avec une faible incertitude, avec une grande connaissance, un niveau haut de connaissance, et le fait de tirer un fruit
va nous apporter peu d'informations. Et puis, on dit donc que le système est caractérisé par un niveau bas d'entropie. Voilà, donc nous sommes un petit peu ici. Et tout ça veut dire que quand je tire un fruit, il n'y a plus de surprise pour moi parce que je sais à l'avance que je vais tirer donc une orange. Voilà. Donc là, on a mis une échelle maximum de donc une grande incertitude, peu de connaissances du système. Le fait de tirer un fruit donc nous donne une grande information. Et puis le système est caractérisé par un gros niveau d'entropie. C'est un peu l'autre limite de cette échelle. Mais nous, on est là dans ce cas. Et bien sûr, en bas, nous avons une grande surprise lorsque parfois on tire quelque chose. On va voir ça après. Donc, si je tire une orange, je me situe ici. Et je le savais. Maintenant, supposons qu'on avait cette boîte. Avec cette boîte, si je tire une orange, je ne suis pas très surpris parce qu'il y a beaucoup plus d'oranges que de pommes. Donc, la probabilité de tirer une orange est élevée. Donc, quand je la tire, ça ne me surprend pas. Par contre, dans cette boîte, je suis un petit peu surpris. Je suis beaucoup plus surpris qu'avant, sachant que même si je tire une orange, je serai au même niveau de surprise parce que j'ai la même probabilité. Donc, vous voyez, à probabilité égale, là, je ne suis pas surpris. Je suis moitié surpris, moitié sûr de ce que je vais tirer. Là, si je tire une pomme, sachant que j'ai 7 oranges et une seule pomme, bien sûr, je suppose que le fait de tirer est une opération, un événement aléatoire. Là, je suis très surpris parce que tirer une pomme parmi 8 fruits où je n'ai qu'une seule pomme et le reste consistant des oranges, c'est vraiment la surprise est grande. Bien sûr, la surprise serait infinie, mais on ne va pas la marquer ici. Si je tire une pomme alors que je n'ai que des oranges, donc ça c'est la limite. Déjà, c'est impossible. Donc, on peut lui donner l'infini comme valeur de la surprise. Donc, l'entropie, c'est ce qui va nous permettre de caractériser cette surprise. Vous voyez que il correspond donc great surprise, high entropy, donc l'entropie max haute, et puis maximum d'informations. Maximum d'informations, c'est-à-dire quand je tire, si c'est une pomme, j'ai beaucoup d'informations parce que je vais éliminer beaucoup d'incertitudes. Voilà, donc si je considère les 3 systèmes, le fait de tirer une orange du premier système ne me surprend pas beaucoup, ne me surprend pas du tout d'ailleurs. Ici, je suis à moitié surpris et là, je suis très surpris. Et en regardant les probabilités de tirer une orange, ce qui correspond au premier événement, elle est égale à 1. Donc, la probabilité est grande probabilité, égale à 1, donc maximale. Donc, je n'ai pas de doute. Et donc, l'information apportée par le fait de tirer une orange, elle est nulle. Ici, l'information H de X, donc ça caractérise l'information. Donc, on définit l'information par moins log 2 de P de X, qui est égal aussi à moins log 2 de 1 sur P de X, qui croît avec 1 sur P de X. Donc il est inversement proportionnel à la probabilité, donc 1 sur P. Après, j'applique le log pour d'autres raisons, log de 2. Je vais ignorer pour le moment. Donc là, nous avons h de x moins log 2 de p de x égale à 1. Et là, j'ai h de x égale a. Donc, le fait de tirer une pomme alors que j'ai une seule parmi 8 fruits, elle est égale à moins log 2 de p de x égale à 3. Donc, il est maximal parmi ces 3 situations. Donc, nous voyons que plus un événement est probable,
moins le fait qu'il se produit apporte de l'information. Donc, H de X, d'une certaine manière, mesure l'incertitude que j'ai par rapport à un événement, à l'occurrence d'un événement. Là, nous avons pris le même système. Le même système, donc 7 oranges et une pomme. Si je tire une orange, puisque j'en ai 7, je suis moins surpris, je suis un petit peu surpris, mais pas beaucoup. Donc, la probabilité, c'est 0,875. Et donc, la quantité d'informations que j'obtiens quand je tire une pomme est égale à moins log de P de X égale à 0,193. Là, c'est un peu l'inverse. La probabilité de tirer une pomme, donc au début c'était une orange, là c'est une pomme, elle est égale à 0,125. Donc, il est peu probable de tirer une pomme. Mais quand ça se réalise, ça veut dire que le système me surprend et donc la quantité d'informations que j'obtiens est plus importante. Elle est égale à 3, toujours évaluée à moins log de P de X. Mais ce qui nous intéresse, c'est un système, pour un système, de dire quelle est la moyenne d'informations qui est dans le système. C'est-à-dire l'espérance, donc probabiliste, d'informations que j'ai, que système, que possède un système. Et c'est ce qu'on appelle l'entropie et qu'on note par grand H de X et qui est donné par l'expression que vous voyez ici. Donc, grand H de X qui définit la probabilité d'un système, pas d'un événement, pas d'une expérience, mais du système lui-même. Elle est égale à, donc, comme j'ai dit, l'espérance de cette quantité. Donc, c'est P de xk, log de P de xk, et je somme et je multiplie par moins 1. D'ailleurs, ça me permet d'avoir une valeur positive. Au lieu de mettre moins, j'aurais pu mettre P de x log de 1 sur P de x. P de xk log de 1 sur P de xk. K, c'est les sorties possibles. J'ai ici 2 sorties possibles, O, orange, et A pour Apple. Mais dans le cas général, je peux avoir plusieurs. Et là, on se limite au cas discret. J'ai un nombre fini de possibilités, d'outcomes. Et pour les différents systèmes, nous avons ici no uncertainty, donc il n'y a pas d'incertitude dans le premier cas. Si je tire, ça va être une orange. H de x égale à 0. Donc H, l'entropie, nous avons défini H de x qui définit donc l'incertitude, elle est égale à 0 dans le premier cas. Là, elle est égale à 0,54, donc 54. Là, elle est égale à 0,81, où on a un mélange beaucoup plus important que les 2 fois précédentes. Là, 0,91, et puis là, c'est H de x égale à 1. Ça veut dire que nous avons donc beaucoup plus d'incertitude et de variabilité aussi dans les sorties possibles. Et là, lorsque les éléments sont les plus probables, les événements sont les plus probables, nous avons un maximum d'incertitude. Là, je pense qu'il y a une petite erreur, mais ce n'est pas très grave. Là, je pense que ça doit être là, et celui-là doit être là. Mais je vais vérifier après. Pourquoi? Parce que là, normalement, nous avons beaucoup plus d'incertitude, parce que nous avons beaucoup plus de variabilité aussi, parce que nous avons plus d'éléments, même si la proportion est la même. Donc, l'entropie peut être considérée comme une mesure de la variabilité du système. Lorsque nous avons les possibles sorties mélangées, suffisamment mélangées, là, nous avons donc un maximum d'incertitude de tirer une pomme ou une orange, et donc l'entropie est maximale. Là, comme nous avons un seul type de fruit, l'incertitude est minimale et l'entropie aussi est minimale, elle est égale à 0.
pour appliquer ça au machine learning, nous allons commencer par donc, appliquer les mêmes concepts pour une famille d'animaux. Donc, nous considérons 4 familles d'animaux. Et X maintenant correspond à tirer un animal d'une manière aléatoire, independent and identically distributed outcomes. Donc, on suppose que l'on va tirer d'une manière indépendante et que les outcomes, les sorties sont indépendantes, distribuées identiquement. Donc, si on compte le nombre de chiens, le nombre de chevaux, de chats et d'éléphants, nous allons trouver que la probabilité de tirer un chat elle est égale à 0,25, la probabilité de tirer un éléphant 0,2, la probabilité de tirer un cheval 0,2 et la probabilité de tirer un chien égale à 0,35. Et l'entropie du système, donc d'après cette formule, on a déjà vu, elle est égale à 1,96. Maintenant, si on tire un animal donc de façon aléatoire, nous sommes donc sûrs que quand je le tire, je le vois, donc c'est un chat ou un chien, d'accord. Et puis, si je continue à tirer, je peux tomber dans une séquence comme celle que vous voyez ici, donc cat, chat, dog, donc chien, cheval, etc., éléphant, chat, chien, etc., d'accord, on peut tomber. On s'attend à ce que si le nombre d'expériences très élevé, que un peu l'occurrence des animaux correspond aux probabilités du système. Normalement, la distribution de probabilité que correspond si je tire un chien, par exemple, elle est 1, 0, 0, 0, puisque on est sûr qu'il s'agit d'un chien et bien sûr 0 pour les autres. Quand je tire un cat, donc chat, et puis quand je tire un chien, c'est 0, 0, 0, 1. Je suppose que donc, là, je distribue les probabilités entre les 4 sorties. En premier lieu, les chats, et puis les éléphants, les chevaux, et puis enfin les chiens. Maintenant, supposons que je mets un bandeau sur les yeux, donc je ne vois pas ce que je tire exactement, mais je tire quand même un animal. Et je t'attends un petit peu, je regarde, je touche pour voir de quoi il s'agit, et j'exprime un avis. Donc, normalement, j'ai tiré un cheval, mais comme je ne l'ai pas vu, je propose une distribution de probabilité approchée qui prédit de quel animal il s'agit. Par exemple, je donne 0,07 à ce que ce soit un chat, 0,01 ce soit un éléphant, 0,6 pour que ce soit un cheval et 0,3 que ce soit un chien. Et puis, je continue, je prends, je tire. Il s'agit d'un éléphant, mais moi, comme j'ai le bandeau sur les yeux, je ne vois pas. Donc, je propose cette probabilité 0,03, un chat, et puis 0,8, un éléphant, 0,1, un cheval, et 0,07, un chien. Et je continue mon expérience. Voilà, je tire, et je me retrouve avec des distributions de probabilités qui dépendent de chaque expérience, de chaque événement. Et l'événement consiste à tirer un animal et à essayer de l'identifier un peu en regardant, en touchant avec les mains pour essayer d'identifier l'animal. Donc, cette expérience, bien sûr, ajoute un bruit à l'animal ou bien à l'expérience. Je tire, mais j'essaie d'utiliser un peu mes capacités à reconnaître l'objet, reconnaître l'animal, en particulier en essayant d'utiliser un peu ma capacité à regarder un peu ses organes ou à regarder un peu sa forme, la forme de soit sa tête ou donc, entre parenthèses, je suis en train de faire un peu du pattern recognition, reconnaissance de forme. Voilà. Si je reviens, si je le fais, donc si je tire un animal, par exemple un cheval, normalement, la distribution de probabilité, the true probability distribution, elle est 0,010. Encore la vraie distribution de probabilité, que je note ici P, mais P1 parce que P1 de
XP2, de XP3, de X, puisque j'ai les 4 probabilités pour chaque. Donc P1 pour que ce soit un chat, P2, la probabilité que ce soit un éléphant, P3, la probabilité que ce soit un cheval, et puis P4, la probabilité que ce soit un chien. Mais moi, ce que j'ai mesuré avec mes mains, et puis ma capacité d'interpréter, d'identifier, ça a donné 007, 001, 06 et 03, que j'ai noté Q1, Q2, Q3 et Q4. Donc, P is the true probability distribution and Q is the predicted probability distribution. Donc, c'est distribution, c'est-à-dire la distribution prédite, distribution de probabilité prédite. Et ce que je veux, c'est avoir la capacité d'estimer la différence entre ces deux probabilités, la probabilité réelle et puis la probabilité vraie et puis la probabilité prédite. Donc, c'est ce que je dois essayer de trouver avoir la capacité donc de calculer cette distance ou cet écart ou cette déviance aussi. Et justement, le mot déviance ou divergence sont presque synonymes. Donc, moi, quand je touche, quand j'essaie d'identifier l'animal, je m'écarte de la probabilité réelle. J'ajoute un bruit, d'une certaine manière, à la probabilité vraie. Et donc, ça nous ramène, parce que je n'ai pas toute l'information. Le fait de toucher ne me permet pas d'avoir toute l'information sur l'animal. Je garde toujours une certaine incertitude où une certaine incertitude se produit à chaque expérience. Et donc, voilà, j'essaie de trouver un écart ou une distance et on utilise donc Kyle divergence qui consiste à calculer cette quantité. Donc, Kyle divergence, c'est quoi? Entre P et Q, c'est tout simplement un peu l'espérance de quoi? De log de P de X, K, sur Q de XK, ou alors P1, d'accord, P1 de X et PK de X et QK de X, pour avoir P1, P2, P3, P4. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que si vous regardez le log de ça, c'est tout simplement le log de P moins log de Q. C'est log de P moins Q. Donc, pour un événement donné, je prends la distribution de probabilité et pour chaque terme, je calcule log de P, donc de P1 moins log de Q1, puis plus log de P2, plus moins log de Q2, etc. J'ai écrit ça pour montrer que finalement, c'est juste la différence entre les deux probabilités. Mais ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'espérance de cette différence. Puisque là, il s'agit en réalité de ce qu'on appelle forward Kyle divergence. Dans d'autres situations, je peux avoir besoin de calculer l'espérance par rapport à Q. Et c'est un autre contexte. Là, nous voulons calculer donc la différence par rapport, l'espérance, donc par rapport à la probabilité de P. Voilà, donc c'est cette fonction, Kyle divergence, que l'on va essayer de minimiser. Mais bien sûr, là, je ne l'ai pas mis, mais je vais le mettre ici. Normalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement pour une distribution de probabilité, mais peut-être essayer de faire sur tous les exemples. C'est-à-dire, je fais plusieurs expériences et bien sûr, je calcule DKL de P égale à la somme sur tous les exemples, pour chaque exemple, de cette quantité qui est donc un peu la différence entre la probabilité pour donc de XK moins la probabilité de Q pour chaque sortie possible. OK, donc maintenant, à partir de ce DKL que nous allons essayer de minimiser, il faudrait que je m'entraîne, moi, donc en touchant et puis en regardant un peu qu'est-ce que je prédis et en faisant la différence, je vais essayer de minimiser cet écart par l'apprentissage. Et avant cela, comme je parle d'apprentissage, le fait de tirer un animal et de regarder un petit peu comment il est, correspond un peu à ce que fait un réseau de neurones. Dans un réseau de neurones, qu'est-ce qu'on fait? On prend un animal, probablement
l'image de l'animal, et puis on prend les pixels qui sont dans cette image, et puis on traverse le réseau de neurones, et à la sortie, nous avons une probabilité prédite. Donc, une probabilité prédite par le réseau. Or, nous savons que dans le cas d'un apprentissage supervisé, nous avons la vraie distribution de probabilité. Il s'agit d'un cheval, donc 0, 0, 1, 0. Ça, c'est la probabilité vraie. Et là, c'est la probabilité, la distribution de probabilité prédite. Et je fais la différence en utilisant DKL. Et puis, j'essaie de minimiser. Donc, j'essaie de minimiser DKL, divergence, en mettant à jour, en ajustant les poids du réseau de neurones. Et c'est ce qui correspond à la cross-entropie et bien sûr à d'autres loss functions. Voilà, donc la même chose, je prends un autre exemple. Et d'ailleurs, dans le cas d'une optimisation stochastique, ce qui est général, on va prendre à chaque fois un seul exemple. C'est ce qui justifie ce que j'ai mis ici, le fait que j'ai ignoré la somme sur les samples. Parfois, on ignore la somme sur les samples en disant que on va utiliser à chaque fois un seul exemple et on optimise pour un seul exemple, faisant un peu de l'optimisation stochastique. Voilà. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là pour. Sachant que ce que je n'ai pas mis, mais qu'on verra la prochaine fois, c'est qu'à partir de la Kyle divergence, en développant les calculs, c'est très simple, et en éliminant le P parce que ça ne dépend pas des paramètres, parce que ici, quand vous voyez un peu le réseau de neurones, nous avons P et Q, nous avons une distribution de probabilité P et nous avons une distribution de probabilité Q. C'est Q, la sortie du réseau, qui dépend des paramètres W. Donc, tous les W, on les appelle θ. Donc, le grand vecteur contient tous les poids du réseau de neurones, on les appelle θ. Alors, la sortie Q dépend de θ, mais P ne dépend pas de θ, c'est une donnée un peu préalable au réseau de neurones. Et donc, dans l'optimisation, on s'intéresse seulement au terme où nous avons Q. Donc, le terme, parce que là, si je fais la différence, j'ai un terme avec P de xk fois log de P de xk, moins P de xk fois Q de xk. Le premier terme disparaît parce que, dans l'optimisation, parce qu'il ne dépend pas de θ du réseau de neurones. Donc, tout ce qui reste, c'est sigma P log de Q. Et c'est ça la cross-entropie, si vous... D'accord. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez toujours répondre. Merci Jawad pour cette lecture très pertinente et qui constitue en fait un mélange entre le réseau de neurones classique et les approches probabilistes. Donc, je crois qu'il y a de nouvelles horizons qui s'ouvrent devant donc les praticiens de l'intelligence artificielle lorsqu'ils s'ouvrent sur la théorie de probabilité, n'est-ce pas, si Jawad? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, l'idée de CASI, c'est un peu l'essentiel de cette introduction. C'est qu'un réseau de neurones est fondamentalement probabiliste. Donc, et puis, avec la probabilité ou les probabilités, il y a aussi la théorie de l'information. Donc, il y a trois grands blocs qui vont ensemble. C'est la théorie de l'information, les réseaux de neurones et les probabilités. L'entropie, c'est un peu la théorie de l'information, mais les probabilités, c'est parce qu'en général, les sorties sont des probabilités d'un événement. On essaie d'estimer une probabilité d'un objet
probabilité que c'est un chat, probabilité que c'est un chien, probabilité que c'est un éléphant, dans l'exemple qu'on a devant nous. Et puis, il y a d'autres notions aussi, c'est que souvent, on considère l'image, par exemple, d'un chat, et tout le réseau de neurones, pour nous, c'est un processus qui traite l'information qui consiste dans l'image du chat et qui va la résumer dans une sortie. Donc, la théorie de l'information est très liée au réseau de neurones. Justement. Merci, M. Jawed, pour cette présentation. Merci, Oussed. Moi aussi, je rejoins donc collègue et je vous remercie, M. Jawed. Ce qui est important, oui, parce que vous m'entendez? Oui, bien sûr, oui, Oussed. D'accord. Alors, lorsque vous parlez, c'est-à-dire des probabilités, la probabilité prédite et la probabilité et la vraie probabilité ou la différence entre les deux. Après, donc, notre objectif de l'apprentissage du réseau, c'est de minimiser cette différence entre ces deux probabilités. Exactement. Voilà. Après, donc, on va voir, c'est-à-dire les dérivés, c'est ça? C'est ça. Le gradient, oui. La descente du gradient qui va nous mener vers la minimisation, voilà, la minimisation de la distance. Oui. Bien sûr. C'est très important, oui, c'est très important. Merci beaucoup, M. Jawed. Voilà. Là, c'est parce qu'en général, lorsqu'on nous montre la cross-entropie, pour ce que j'ai mis ici, sigma P log de Q, Q c'est la sortie et puis P c'est la probabilité attendue. La différence entre les… Oui. Voilà. Donc, en général, les gens ne savent pas d'où ça vient. Exactement, oui. Voilà, donc là, j'ai essayé de montrer d'où ça vient et pourquoi c'est intéressant de comprendre d'où ça vient. Parce qu'aujourd'hui, le machine learning, le réseau de neurones, l'intelligence artificielle, il va dans d'autres phénomènes. Et il part d'ici. Il part de la théorie de l'information et des probabilités. Oui. Aujourd'hui, il est très difficile pour beaucoup de gens, de faire évoluer, de travailler, de comprendre les dernières notions sans comprendre un peu ce concept. Et surtout, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux bayésiens et de réseaux probabilistes. Or, ce sont des approches très utiles. Aziz, d'ailleurs, le sait aussi, on en discute souvent. Oui. Aujourd'hui, les approches déterministes, ils sont limités. Souvent, ils sont limités. Parce qu'avec les probabilités, ça permet aussi de quantifier notre incertitude. D'ailleurs, l'entropie, c'est un peu ça. Oui. Et un réseau de neurones, voilà, donc il est intéressant. Par exemple, ici, on aurait pu dire tout simplement, regardez, 007, 001, 06, 03, et utiliser le argmax, puisque 06 est le plus grand, donc on va supposer que c'est un cheval. Oui, mais il y a une incertitude. Donc, le fait de laisser ces chiffres, ça me donne une idée. C'est vrai que je penche vers un cheval, mais avec une certaine probabilité. Je penche aussi vers un chien avec une autre probabilité. Ça permet d'estimer un peu l'incertitude. Merci, Jawed. Je peux quitter. Donc, je te remercie encore une fois. On aura l'occasion de discuter sur les applications de ces approches dans les domaines de géosciences, parce que tu sais que dans le domaine des géosciences, ce n'est que les aspects probabilistes qui… Voilà. Voilà, donc… voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci à vous. Pour avoir assisté et Inch'Allah, les prochaines lectures, on sera parmi vous, Inch'Allah. Inch'Allah.